Fergus, le directeur de la société Build Consulting, et je serai accompagné aujourd'hui de Jérémy Chéneau, Bonjour. qui donc vous présentera des retours d'expérience d'ICDASH et des points qui nous semblent clés qu'on souhaitait partager avec vous. Ce qu'on propose, c'est de démarrer par une présentation de la société. Une présentation de la société, et puis on reviendra sur donc ces retours d'expérience d'ICDASH dans l'intégration des différents projets d'ICDASH et ce qui nous semble important à signaler. Quelques éléments donc sur la société Build Consulting. Donc nous, on est une société de conseil et services spécialisée dans le domaine du pilotage de la performance. Donc on intervient de manière exclusive sur la problématique tout ce qui tourne autour de la problématique de la data. Et donc, c'est principalement ce qui apparaît à l'écran. Donc, il y a une première partie qui est tout ce qui est en amont, ce qu'on appelle le data management, donc tout ce qui est la préparation de la donnée. Donc, arriver à extraire de manière automatique les données provenant des différents systèmes sources, de contrôler, de préparer, de transformer cette donnée dans le but d'être analysée par la suite. Donc, pour ça, on utilise des outils spécifiques qui vont répondre à cette logique de transformation de données, de transfert de données. Et il peut y avoir également des éléments complémentaires en termes de qualité de données, en termes de référentiel de données. Ensuite, on va retrouver sur toute la partie restitution trois gammes de solutions. Tout ce qui est business intelligence ou data viz, et DigDash fait partie de ces outils-là. Le but étant là de mettre en place des tableaux de bord permettant l'analyse des indicateurs clés, plutôt des données du réel, ou du passé, et de pouvoir exploiter tout ça au travers de tableaux de bord. Deuxième type de solution, c'est ce qu'on appelle les outils EPM pour Enterprise Performance Management. On va retrouver un peu la même logique, mais dans ces outils-là, on va pouvoir également rentrer dans une logique de saisie et de simulation. Donc, c'est des outils qui sont très utilisés dans l'optimisation et l'élaboration budgétaire, donc dans tout ce qui est remontée d'informations. Simulation pour mettre en place des règles de répartition, et donc aller bien évidemment derrière vers du tableau de bord. Et puis troisième gamme de solutions, c'est tout ce qui est la data science. Donc là, on s'appuie sur des algorithmes statistiques pour arriver à exploiter la donnée et mettre en évidence des critères importants de cohérence ou d'incohérence dans les données. On est, un petit souci sur le pointage, mais on est basé sur Lyon, donc c'est le siège de la société, on est principalement sur Lyon, et on a un bureau sur Paris pour accompagner quelques clients parisiens. Globalement, on accompagne nos clients locaux sur là où ils sont, et donc ça peut être sur la France, ça peut être sur l'international également. En termes de prestations, on intervient sur tout le cycle projet, sur tout le cycle de vie de la donnée, et donc c'est toute la phase amont d'études préalables, de formalisation de besoins, de choix d'outils, d'architecture technique et de démarche de mise en œuvre. Donc c'est aussi bien métier que technique, et c'est toute la phase amont qui va permettre de spécifier le projet. Le gros des troupes intervenant sur la partie AMOE, donc sur la mise en œuvre de projets sous différentes formes. Et puis on fait de la formation et du support sur l'ensemble de nos projets, sur l'ensemble des outils qu'on intègre, et bien évidemment avec un encadrement de tous nos projets. Concernant les technologies sur lesquelles on travaille, donc on retrouve les différentes technologies selon les gammes d'outils abordées précédemment. Et sur la partie DataVis, donc on est partenaire d'ICDASH depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans, et ça fait partie des outils qu'on intègre énormément, et on verra après au travers de cas clients ce qu'on a pu réaliser. Quelques références clients, donc on intervient sur aussi bien de la PME, de l'ETI, du grand compte. Donc ça peut être de simples tableaux de bord avec une complexité assez faible, jusqu'à des grands comptes ou des grosses ETI avec des problématiques de performance, de gros volumes de données, et puis des tableaux de bord complexes avec de nombreux indicateurs et des règles de gestion, des règles de calcul relativement complexes. Et des architectures bien évidemment complexes qui vont derrière.
Concernant Digdash, en termes d'intégration, donc on a accompagné là aussi de nombreux clients, donc c'est tous ceux qui apparaissent à l'écran. Là aussi, on retrouve encore une fois des petits comptes, des petites sociétés dans des environnements SaaS principalement, et puis des contextes un peu plus complexes chez OCEA, à la Caisse d'épargne, chez RTE, des gens comme ça, et puis bien évidemment Fournier, donc Mobalpa, sous groupe pérenne, avec une complexité assez forte à tout point de vue. Voilà donc brièvement pour qui nous sommes. Ce qu'on souhaitait aujourd'hui, c'est revenir sur ces différents projets qu'on a pu intégrer et sur toutes les problématiques d'intégration qu'on a pu avoir au travers de Digdash. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Il y a également le chat si vous souhaitez poser des questions. Mais n'hésitez pas pour qu'on ait une interaction sur toute cette présentation si vous le souhaitez. Je vous laisse. Je laisse la parole à Jérémy qui va évoquer donc toute cette problématique d'intégration, sachant qu'on a décidé d'évoquer certains thèmes qui nous paraissaient importants, qu'il peut y en avoir d'autres et qu'on pourra sans problème les évoquer si vous le souhaitez. Voilà, donc ce webinaire, donc l'objet c'est voir les différents points sur Digdash. Donc voici l'ensemble des éléments qu'on va regarder un petit peu. Donc on va aller dans l'ordre de fabrication d'un tableau de bord. Donc on va d'abord s'intéresser à toute la partie intégration de données, préparation, éventuellement présence d'un data warehouse. Ensuite on ira voir tout ce qui est création d'éléments calculés supplémentaires dans les sources de données. On regardera ensuite toute la partie qui est plutôt interaction, donc JavaScript, sachant qu'on peut en trouver quand même à plusieurs niveaux. On peut en avoir au niveau de la source de données, on peut en avoir au niveau des mesures calculées, on peut en avoir au niveau des interactions avec les tableaux, les graphiques. On peut également en avoir dans les tableaux de bord, on y reviendra. On va ensuite parler un peu plus de l'aspect charte graphique, l'aspect visuel, ce qui reste important, c'est la première chose que les personnes voient, donc ici plus particulièrement le CSS. On parlera également de la sécurité sur les données. Comment est-ce qu'un utilisateur ne peut voir qu'une partie des données? J'ai un ensemble d'agences, je veux que telle personne ne voit que l'agence de Paris et telle autre uniquement Montpellier, par exemple. On parlera un peu de l'optimisation des performances, sachant que ça ne sera pas un cours complet, c'est plus s'intéresser et dire quelles sont les bonnes pratiques globales et simples à appliquer qui peuvent permettre d'avoir des temps de réponse qui permettent d'obtenir quelque chose de raisonnable, on va dire. Et pour la maintenance, c'est plus aller voir comment se faire, par exemple, une montée de version. Pareil dans les grands principes. Donc juste quelques mots sur la solution Digdash. Donc si vous êtes là, c'est que vous devez connaître la solution. Donc outil de business intelligence, solution de tableau de bord, on va pouvoir créer des sources de données qui vont pouvoir se brancher à un ensemble de connecteurs existants. On pourra en ajouter des nouveaux. À partir de ces sources de données, on pourra ajouter des éléments calculés. Cette source de données avec les éléments calculés nous permettra de créer ce qu'on appelle des flux, un flux étant un tableau ou un graphique. Et l'ensemble de ces flux, tableaux, graphiques seront déposés sur un ensemble de tableaux de bord auquel on donnera accès à un ensemble d'utilisateurs. On trouvera plusieurs types d'utilisateurs, les créateurs de tableaux de bord, les utilisateurs finaux, potentiellement des utilisateurs finaux entre guillemets, ce que j'appellerais avancés, donc c'est des personnes qui vont avoir le droit de modifier des représentations graphiques ou faire ce que j'appelle des tableaux croisés dynamiques Excel. Donc dans Digdash, ça s'appelle le Self-Service BI. Et on aura bien sûr également les administrateurs qui auront la main sur l'ensemble de la plateforme. Et à partir des tableaux de bord, bien sûr, il y aura de la visualisation, mais il sera également possible de faire des exports de données. Alors ici, c'est juste parler un peu de comment Digdash se branche aux sources de données. On est bien d'accord que l'outil nativement est capable de se connecter à un ensemble de sources via des connecteurs existants dans l'outil. Comme je l'ai dit, on peut ajouter des pilotes. Il n'y a pas besoin de payer de surcoût à chaque fois, bien sûr, qu'on ajoute un pilote. Donc vous pouvez vous connecter à peu près tout type de base de données, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, etc. Vous pourrez vous connecter à peu près, pareil, à tous les standards de fichiers, donc ça va être du XML, ça va être du Excel, du CSV, plus original si vous en avez, il peut y avoir du JSON. Tiens, dans les bases de données aussi, j'en ai pas parlé, mais on peut avoir du big data. Par exemple, de notre côté, on a des clients qui sont sur MongoDB. Si vous avez des cubes, vous pouvez utiliser aussi du MDX potentiellement derrière, et vous pourrez également vous connecter à des web services. Donc l'idée de Digdash, c'est dire je peux attaquer à peu près n'importe quel type de source de données standard et avoir la possibilité de croiser l'information. Donc j'ai une source de données qui sera par exemple les ventes dans mon système base de données branché à l'ERP. Je vais pouvoir récupérer mes ventes. Il me manque une table de correspondance code libellé
sur le nom des produits, par exemple, je vais être en mesure de le croiser. Donc d'un côté ma base de données, de l'autre côté mon fichier Excel, et je suis capable de faire ma jointure directement dans l'outil. On pourra également faire des unions, voire des associations. Donc je rappelle, quand l'outil charge les données, il ne va pas aller chercher les données en direct, il va récupérer la donnée sur la base de données ou sur le fichier, récupérer l'ensemble du contenu, puis le stocker sous forme de fichier sur le disque dur, et quand l'utilisateur se connectera, l'ensemble des données présentes sur le disque, correspondant au graphique affiché sur la page, seront chargées dans la mémoire vive de la machine. Au bout d'un moment, la donnée en mémoire vive va redescendre et ne sera plus dans la mémoire vive afin de permettre d'optimiser les temps de traitement et la mémoire pour vous éviter d'avoir des terras de mémoire vive, tout simplement. Donc bien sûr, en plus de la source donnée, comme je l'ai dit, on pourra ajouter des éléments calculés et faire du JavaScript. Donc Digdash fait très bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il va être capable de charger la donnée, de la modifier, mais il a aussi des inconvénients. C'est qu'il va pas être possible de vérifier la qualité de la donnée, de faire potentiellement des rejets. Donc où est-ce qu'on veut en venir avec ça? L'idée c'est, on a tendance à dire, même si cela est possible bien sûr de charger des fichiers, qu'on va essayer de l'éviter le plus possible. On va essayer de se brancher à des sources données entre guillemets, ce que j'appellerais un peu plus maîtrisées, où la structure changera moins souvent et l'évolution sera un peu plus contrôlée, on va dire. Donc l'idée, le plus souvent, nous, ça va être de nous brancher aux bases de données. La solution, quand les utilisateurs ont un ensemble de sources données, j'ai un système qui me permet de gérer les ressources humaines, j'ai un autre système qui me permet de gérer les ventes, un autre qui me permet de gérer la logistique. Ce qu'on va avoir tendance tout simplement à recommander derrière, ça va être un data warehouse. Bien sûr, ça dépendra du volume de données, ça dépendra du nombre de tables, etc. Du coût du projet, bien évidemment. Un data warehouse, c'est coûteux, faut en avoir conscience aussi. Mais ça vous permettra de gérer plus efficacement les traitements de données, les chargements, de gérer la qualité de la donnée, de potentiellement mettre des rejets et de pouvoir potentiellement également créer des éléments calculés qui ne sont pas présents dans votre source originale, donc vous pourrez faire évoluer les règles en amont. Donc en gros, si on fait travailler moins Digdash, on fait plus travailler le data warehouse, et du coup on se retrouve avec moins de sources de données. Donc dans le data warehouse, comme je l'ai dit, il y aura l'ensemble des éléments qui nous intéressent, la logistique, la compta, les ventes, etc. L'idée c'est de préparer la donnée, et nous pour le faire, on recommande l'utilisation de Talend, qui est un logiciel qui a une version gratuite qui est très bien. Il y a également une version payante, mais c'est pour les plus grosses structures. Nous, dans tous nos projets cloud, par exemple, on fait que du Talend en version gratuite. Sauf si le client, bien sûr, veut absolument la version payante. Mais il existe également SSIS, donc c'est Integration Services, qui est un outil d'intégration de données appartenant à l'éditeur Microsoft. Donc voilà, moins vous aurez de sources de données, ou en tout cas intégrées dans un data warehouse, plus ça sera simple de le gérer dans Digdash derrière. Et vous aurez aussi moins de problèmes de tout ce qui sera rafraîchissement des données, par exemple. Donc voilà, le cas concret qu'on a eu, nous, dans notre cas, c'est Fournet. Donc Fournet, c'est un fabricant de cuisine. Donc Fournet, ça comprend les marques, notamment Perren, Mobalpa et SoCook. Donc eux, ils souhaitaient créer un tableau de bord de suivi de performance commerciale, mais ça recoupe exactement avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'ils avaient de très nombreuses sources de données, qui sont pas forcément sur les mêmes métiers, donc avec des ERP potentiellement différents. Et derrière, ce qu'ils souhaitaient, c'est avoir l'ensemble des informations au sein de la même source Digdash, si possible, bien sûr. Donc si on était parti en se disant la logistique, je la prends d'un côté, les ventes, je les prends de l'autre, j'aurais créé X sources Digdash. L'idée a été de créer un data warehouse en amont pour charger l'ensemble des données, les croiser et permettre de requêter facilement la source. Donc c'est une base de données SQL Server en l'occurrence. Et bien sûr, ça n'empêche pas derrière d'utiliser, si on le souhaite dans Digdash, directement des fichiers Excel. Le data warehouse étant un process qui n'est pas non plus ultra rapide, qui se fait pas en quelques jours. L'idée, c'était de prendre ce qu'il y avait dans le data warehouse de disponible, de charger la donnée. Et ce qu'on n'avait pas encore à l'intérieur, on allait prendre des fichiers Excel et on allait faire nos jointures et nos unions directement dans Digdash. Et en passant, bien sûr, ça va avec, on a toujours souvent une problématique de volumétrie. Donc c'est pas non plus énorme, on parle de plusieurs dizaines de millions de lignes. Mais derrière, comme ça, on est capable de gérer facilement les potentielles anomalies qui surviennent et on a des logs, etc. Donc nous, ce qu'on recommande, au-delà du projet Digdash, c'est d'essayer de voir ce qui va venir à moyen terme en termes de tableau de bord. L'idée, c'est d'anticiper au maximum toutes les difficultés qu'on va rencontrer et d'être capable d'identifier aussi toutes les sources de données dont on va avoir besoin. Si vous faites une petite maquette Excel,
vous dites tiens, les données qui m'intéressent, c'est avoir mes ventes par agence, je veux les comparer à l'année précédente, etc. Et ben ça va vous permettre de savoir quelles données vous avez besoin. Avec ça, vous allez pouvoir ensuite aller voir les personnes de l'IT et leur dire voilà, moi ce qui m'intéresse c'est telle donnée, maintenant où elle se trouve et comment je l'interroge. Donc bien sûr, tout ça ne se fait pas d'un coup et on recommandera un fonctionnement par lot. Donc vous allez fonctionner majoritairement par métier en l'occurrence, ou par domaine. Je vais d'abord traiter le RH, qui est par exemple le prioritaire, et ensuite je ferai les ventes, puis la logistique, etc. Et en faisant comme ça, donc c'est évolutif. Le data warehouse, comme la partie dig dash, bien évidemment. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer un peu un exemple d'onglet de rôle. Donc je suis sur un rôle. Il y a un ensemble de sources données. Une ou plusieurs des sources données permettent de créer des flux ou d'autres modèles de données. On est bien d'accord qu'à partir d'un modèle de données dig dash, je suis capable de créer d'autres modèles de données ou de créer des flux à partir de ces derniers. L'idée ici, c'est de montrer que la structure est importante, le nommage des sources est important, et d'essayer d'appliquer un code qui permette de savoir quelle source est dépendante de laquelle. Au sein de l'outil, dans les versions récentes, vous avez une sorte d'arborescence qui vous permet de dire telle source entre guillemets enfant est utilisée par telle source parent. Mais si vous ne faites pas un nommage ou des noms parlants, vous allez avoir du mal à vous y retrouver. Donc là, par exemple, en dessous, on a 7 sources. On a plusieurs sources qui sont utilisées l'une par l'autre pour créer d'autres modèles de données, mais également des sources qui sont utilisées pour créer directement des flux. Donc là, on a élaboré tout simplement un code avec un ordre. Donc en gros, le 0,1, le premier, correspond à ce que j'appellerais une source finale. Donc c'est une source qui va être utilisée pour créer des flux. Et on va faire des sous-sources, .01, .02, .03, .04, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est un exemple qui n'est pas forcément parfait parce qu'on voit que on a une source principale, mais qu'elle ne sert pas, il n'y a pas que elle qui sert à créer des flux. Mais l'idée, c'est ça, c'est j'ai une première source, mes ventes par exemple de tel périmètre, je l'appelle 0,1, j'ai une source sur un autre périmètre, je l'appelle 0,2, et l'union des deux va me faire 0,3. Donc limiter le nombre de sources, et si possible, on essaie d'avoir une seule source finale. Je sais que c'est pas toujours facile, mais il faut aussi se poser la question si vous avez des dizaines de sources dans un onglet et qu'elles servent toutes à créer des flux, si elles doivent vraiment être dans le même rôle. En général, le rôle, c'est une problématique et il ne doit pas y avoir énormément de sources finales. Après, vous arriverez très bien à le gérer, mais ce qu'on vous propose ici, c'est plus pour essayer d'optimiser la gestion des droits derrière également. Le rôle est vraiment un élément important. Vous pouvez très facilement dire une personne va voir tel rôle. Vous aurez plus de difficultés, même si c'est bien sûr faisable, à dire telle personne a le droit de voir tel indicateur. Donc je vous donne un exemple. Vous avez les ressources humaines, vous avez une notion de paye, et vous avez les effectifs. Vous dites la paye, je veux uniquement un public restreint, et les effectifs, un public plus large. Bah, si vous faites deux rôles différents, ça va vous faciliter votre gestion. Les personnes adéquates verront la paye et les effectifs, les autres ne verront que les effectifs. Donc au-delà de l'aspect source de données, l'aspect rôle est également important. J'en profite aussi pour souligner autre chose, n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est partage de sources de données. Quand vous faites bouton droit sur une source de données, vous pouvez faire partager. Si vous avez plusieurs rôles qui utilisent la même source, ne la dupliquez pas. Faites un partager, elle sera dépendante du rôle parent, celle qui la partage, et les rôles enfants pourront l'utiliser pour créer leur propre tableau de bord. Et comme ça aussi, le rôle parent garde le contrôle sur sur la source de données. Pardon. Bon, on arrive ensuite à toute la partie éléments calculés. Une fois qu'on a chargé nos données, on a chargé un certain nombre de dimensions. Donc une colonne de dimensions, c'est une colonne texte ou date majoritairement. Et vous allez également trouver des mesures. Donc mesure étant un élément calculé que vous avez vocation à agréger, à sommer, faire une moyenne, etc. Donc en l'occurrence là-dessus sur Digdash, c'est entre guillemets relativement simple. Ils vont vous permettre de créer à la fois des mesures, ce que j'appellerais simples. Donc dans la partie droite, vous avez une petite fenêtre où il y a marqué mesure calculée via assistant. Elle va vous permettre facilement de faire des calculs type je veux le chiffre d'affaires de l'année précédente, celle sélectionnée, le mois précédent. Vous voulez faire un ratio du poids des ventes d'un produit par rapport à l'ensemble des produits, vous allez également facilement le faire. Ça n'existait pas par le passé, enfin, en tout cas depuis plusieurs années, donc n'hésitez pas à vous en servir. L'assistant vous facilitera la rédaction des mesures calculées. Bon, si vous avez l'habitude, vous pouvez continuer avec l'ancien système, mais en termes de maintenance, c'est mieux aussi d'utiliser l'assistant, ce sera plus facile derrière. Donc on peut faire aussi des calculs bien sûr extrêmement simples, type multiplication à 10 ans.
On pourra faire des calculs aussi plus complexes avec des conditions, du if, rentrer tout le JavaScript qu'on veut dans l'encart mesure calculée. Et on pourra également faire du prédictif avec un assistant également, donc du clic-clic, qui vous permettra de dire sur tel élément calculé, par exemple mon chiffre d'affaires, je veux être en l'occurrence capable de dire quel est mon chiffre d'affaires l'année prochaine si je suis un algorithme de type régression linéaire. Il vous posera 2 questions, dont une par exemple sur la saisonnalité, et il vous fera les données. D'ailleurs, si vous le faites, n'oubliez pas qu'il y a une option sur les dates qui vous permet de prolonger l'axe temporel. Ça vous permettra de créer les dates correspondant à la prévision, ou à compléter un axe temporel d'ailleurs. Quand vous avez un graphique, que vous avez par exemple une entreprise qui ferme au mois d'août, vous allez pouvoir créer le mois d'août même s'il n'y a pas de données dessus. Car l'outil de BI, entre guillemets, est basique, c'est-à-dire qu'il ne fait que lire la donnée présente. Si elle n'est pas présente, elle n'apparaîtra pas. Avec ça, vous pouvez compléter l'axe temporel. Alors, juste 2 recommandations dans la partie basse. Il y a une nouveauté, pareil, depuis quelques années, mais bon, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Dans la partie basse, à droite du bouton mesure calculée, il me semble, vous avez contexte partagé. Quand vous avez une mesure qui utilise toujours le même contexte, qu'est-ce qu'un contexte? Vous avez par exemple année -1. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, les ventes de l'année précédente, et vous allez vouloir faire les ventes de l'année précédente, mais également les achats de l'année précédente. L'élément commun, c'est année précédente. Vous allez pouvoir créer un contexte, année précédente, et vous allez pouvoir l'appliquer aux 2 mesures, chiffre d'affaires et achat, et ainsi avoir votre contexte à un autre endroit. L'idée, c'est de ne pas refaire 15 fois la même configuration. Vous la faites une fois et vous l'appliquez à toutes les mesures adéquates. Donc un contexte, pour info, c'est un filtrage, si vous ne connaissez pas. Et donc je mets également utiliser les mesures en amont pour construire les mesures en aval. Ça, c'est autre chose. Ça concerne la réutilisation de mesures à l'intérieur d'autres mesures. Donc je reprends encore mon exemple de tout à l'heure. J'ai fait le chiffre d'affaires et je veux faire une mesure chiffre d'affaires de l'année précédente. Je refais pas une mesure pour construire le chiffre d'affaires du style quantité fois prix unitaire. Je vais reprendre la mesure chiffre d'affaires qui existe déjà. Comme ça, si je la fais évoluer, toutes les mesures dépendantes le feront également. On va passer à tout ce qui est JavaScript. Donc ça, c'est pareil, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a tout un tas d'endroits où on peut en utiliser. Quand vous créez votre modèle de données, que ce soit de la base de données ou du fichier, vous avez à chaque fois au niveau de chaque colonne une petite flèche qui pointe vers le bas, et là-dessus, vous allez pouvoir faire une transformation de données. N'hésitez pas à vous en servir, surtout quand vous utilisez des fichiers que vous n'avez pas la main sur les fichiers Excel que vous ne pouvez pas modifier. Vous pouvez également ajouter des colonnes, vous ne faites pas forcément uniquement des transformations sur les colonnes existantes. Et bien sûr, si vous avez la main, n'hésitez pas à le faire en SQL ou en amont dans le fichier si pour vous c'est plus simple. Donc l'avantage de DigDash, c'est que ça utilise du JavaScript, c'est-à-dire un langage standard. Ça ne nécessite pas toujours l'apprentissage d'un nouveau langage, mais si vous ne connaissez pas le JavaScript, il faudra bien sûr passer un peu de temps à l'apprendre. Mais on est bien d'accord qu'on peut très bien faire du DigDash sans forcément connaître le JavaScript. Là, c'est plus pour les utilisateurs avancés, voire très avancés. Donc préparation de la donnée, je l'ai évoqué. Mesures calculées, j'en ai parlé juste avant. Vous pouvez faire des conditions, etc. dans les mesures calculées directement. Sécurité sur les données, on y reviendra après. Donc pour donner juste un exemple, vous avez pareil, encore une fois, une base de données sur les ventes. Vous voulez que telle personne ne voit que les données qui correspondent à son périmètre, son agence par exemple. Vous allez utiliser un script qui s'appelle Live Security, ou en tout cas c'est ce qu'on vous recommandera. Le JavaScript sert aussi dans tout ce qui est interaction. Donc je sais pas si vous avez déjà eu des tableaux de bord un peu avec des interactions de ce style, mais en fait, dès que vous sélectionnez une action, derrière il y a du JavaScript bien sûr. Et vous allez pouvoir en ajouter à droite à gauche. Une évolution récente par exemple, enfin récente, peut-être au moins 1 an facile, vous avez dans l'éditeur de tableau de bord des boutons. Les boutons vous permettent de déclencher des actions. Par le passé, à chaque fois, il fallait tout faire en JavaScript et en HTML avec du CSS pour le look. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est ça qui va rendre interactif et utilisable quotidiennement de votre tableau de bord. Et on peut également utiliser des éléments annexes, ce qu'on va voir juste après. Vous êtes au sein d'une entreprise, donc on va revenir sur Fournier juste après. Vous avez 3 chartes graphiques, une par filiale. Vous allez pouvoir dire si je suis dans telle filiale, j'ai telle charte graphique. Et vous pourrez également affilier une charte graphique à un rôle. J'ouvre tel rôle, je déclenche telle charte graphique. Tel autre rôle, je décharge la charte graphique précédente, j'en charge une autre. Pareil, vous êtes sur un tableau de bord, vous êtes plusieurs utilisateurs, c'est pas la même chose qui vous intéresse. Via du JavaScript, on est capable de dire tel périmètre, tel utilisateur, quand il se connecte à son tableau de bord, il aura tel filtrage, en fonction entre guillemets de ses favoris.
Et on pourra également avoir du code un peu annexe pour créer par exemple ce que j'appelle l'access point. L'access point, je vais vous le montrer après, c'est pareil. C'est un portail d'entreprise qui vous permet de visualiser l'ensemble des rôles. Donc globalement, on vous recommande de limiter l'usage du JavaScript, mais cela peut s'avérer bien sûr très utile dans certains cas. Mais pour la maintenance, on va essayer de faire des choses commentées, bien agencées, et de bien réfléchir si c'est bien la meilleure solution, s'il n'existe pas une nouvelle fonctionnalité Digdash vous permettant de faciliter. Digdash, au fur et à mesure des sorties de version, vous permet de faire de plus en plus de choses qui avant devaient être faites en JavaScript, qui maintenant sont possibles avec du clic-clic. Donc voilà l'exemple de l'access point. Alors, un petit reproche entre guillemets à Digdash aujourd'hui, bon, je pense que ça viendra, mais pour moi en tout cas, il manque cette fonctionnalité qui est tout simplement un portail. Donc le portail c'est quoi? C'est un utilisateur se connecte et il va voir l'access point, donc il va voir l'ensemble des rôles qu'il a le droit de voir sous forme de box. Donc statistique ici c'est un rôle, statistique 2 c'en est un autre. Au lieu d'avoir uniquement la bande d'onglets que vous avez par défaut tout en haut, enfin, moi personnellement je trouve ça plus sympa, vous avez un écran, vous avez une box par rôle, l'utilisateur ne voit que les rôles qu'il a le droit de voir, et ça on l'a créé via une fonction JavaScript. Donc on crée un rôle dédié Access Point, on met notre routine JavaScript, on met du CSS et du HTML en complément bien sûr pour faire la partie design, et on affiche derrière ce genre de choses. Donc juste pour résumer ce que ça fait globalement, ça va chercher l'ensemble des rôles de l'utilisateur, et ça les liste, et ça les affiche sous forme de box. Donc voilà, c'est une idée de ce qu'il est possible de faire avec du JavaScript. On va s'intéresser un peu plus à la partie charte graphique que j'ai évoquée un peu avant. Donc voilà, globalement, on remarque que ceux qui ont des besoins uniquement purement internes vont être un peu moins exigeants en termes de charte graphique, et ceux qui vont avoir des besoins avec plus des populations, ce que j'appellerais commerciaux, etc., ou managers, vont être un peu plus exigeants. Et donc le cas de Fournier, c'est tout simplement de dire je veux améliorer ma charte graphique par rapport à celle par défaut de Digdash, et je veux tout simplement la personnaliser à mes couleurs. Donc soit vous en créez une et vous l'appliquez à l'ensemble de vos rôles, soit vous dites je veux en créer par exemple une par filiale comme j'ai évoqué tout à l'heure pour le cas de SoCook. Donc un utilisateur en fait chez SoCook se voit affilier une charte graphique. Au niveau de la fiche utilisateur, vous allez pouvoir créer des paramètres utilisateurs, et il y en a un chez Fournier qui s'appelle charte graphique. Donc l'utilisateur, dès qu'il se connecte, il y a la charte graphique correspondant à SoCook, Mobilepa ou Paren qui va se charger. Encore une fois, on pourrait le faire également en fonction du rôle. Donc c'est pareil, attention à pas trop en faire parce qu'il faut penser à la maintenance. Donc globalement, l'éditeur le gère plutôt bien. Il y a eu une version où il y a eu quelques évolutions en CSS, on l'a senti directement derrière. C'est pas un énorme travail, mais il faut avoir confiance qu'il y a un effort à faire derrière pour adapter le CSS. Donc voilà, nous on vous recommande d'utiliser concrètement le CSS qui est livré par défaut par Digdash, parce qu'il est de mieux en mieux, il s'améliore au fur et à mesure des versions, et puis il reste entre guillemets à la mode courante. Et de passer quelques lignes de code derrière pour personnaliser les couleurs, par exemple des éléments sélectionnés, la bannière dans la partie haute. Donc voilà, ça c'est l'exemple de Fournier. On a dit qu'il y a 3 chartes graphiques, une pour PRN, une pour SoCook, une pour Mobilepa. Quand l'utilisateur se connecte, il a l'élément correspondant. Donc c'est pas uniquement la barre du haut, voilà, on va changer le logo. Le logo Digdash en haut à gauche a été remplacé par le logo de la filiale, le fond de la bannière a été changé, la bande des rôles où vous voyez cockpit, synthèse commerciale, synthèse mensuelle, exports commerciaux correspond à la barre des rôles. Sachez également que vous pouvez mettre des images. En haut à gauche, en fait, ça permet de revenir au portail. SoCook a un portail comme l'Access Point que je vous ai montré. Et en bas à gauche, par exemple, le petit logo fil que vous voyez, vous avez la possibilité dans Digdash de faire des menus rétractables. Par défaut, c'est une petite flèche orientée vers la droite. Et cette image, vous pouvez la changer. Donc là, en l'occurrence, on l'a changé, on l'a remplacé par un logo filtre. Et vous pouvez, par exemple, également avec du JavaScript, changer la coloration du logo en fonction de s'il y a des sélections ou pas. Bon, après, il y a des boutons, des sélections qui sont changées. Mais ça, c'est assez basique, entre guillemets. Donc comment ça marche, cette personnalisation de la charte graphique? Donc c'est pareil, c'est encore du JavaScript. Donc dans la partie gauche, vous avez la fonction de base. Donc on a créé une fonction qui va charger un thème par défaut, enfin qui va définir une variable thème par défaut à nul, et qui va aller chercher au moment du déclenchement de la fonction le rôle sur lequel se trouve l'utilisateur. Donc c'est le rôle affiché à l'écran. Et il va tester également charte graphique. Donc charte graphique, ça correspond en fait à un paramètre utilisateur, et ça correspond à sa valeur. Donc si l'utilisateur affiche le TBO aux iris, et que son paramètre utilisateur sur sa fiche utilisateur est à SoCook,
ça va afficher le CSS TBO Osiris. Et voilà, toute une suite de conditions. Et c'est par la formule en haut à droite qu'on va dire je décharge un CSS, celui qui avait précédemment sur la page précédente, et j'en charge un nouveau sur la nouvelle page. Et la partie en bas à droite, c'est ce qu'on appelle un listener. C'est à quel moment je vais déclencher la fonction. On a une fonction, mais il faut la déclencher. Il faut la déclencher au bon moment. Dans Digdash, vous avez un ensemble de ce qu'on appelle des listeners qui vont écouter des événements. Et au moment où l'événement se déclenche, ça va lancer la fonction. Ici, cette fonction, elle se déclenche à chaque changement de page. Dès que je change de page, je passe dans la fonction à gauche et je change potentiellement de charte graphique. Et petit aparté, sachez également que vous pouvez dire ne pas déclencher le JavaScript quand vous êtes en éditeur de tableau de bord. Ensuite, pour ce qui est de la sécurité sur les données. Pardon, pas la sécurité sur les données, la sécurité tout court. Donc on constate qu'il y a 3 types de sécurité. Donc le premier, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans l'outil. Donc c'est mon périmètre de fonctionnalité de l'outil. Est-ce que je suis créateur? Est-ce que je suis utilisateur final? Est-ce que je suis administrateur? Donc ça, vous le faites facilement dans la partie gestion des utilisateurs. Vous pouvez attribuer un groupe d'autorisation à un utilisateur. Le deuxième source, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de voir en termes fonctionnels. Donc fonctionnel, c'est plus l'aspect métier. Je reprends mon exemple tout à l'heure de la paye, enfin du RH. J'ai un onglet paye, j'ai un onglet effectif. Je vais dire, toi, tu as le droit de voir le rôle paye, toi, tu as le droit de voir le rôle effectif. Et celui qui nous intéresse un peu plus, c'est en bas à gauche, quelles données ai-je le droit de voir? Donc c'est dire 2 personnes ont accès à un rôle commun, donc une source de données commune, mais tel utilisateur a le droit de voir que tel périmètre de données. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. L'utilisateur a le droit de voir l'agence Paris, l'autre utilisateur a le droit de voir agence Montpellier, et le dernier aura le droit de tout voir. Donc nous, ce qu'on va vous recommander dans ce cas-là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la Live Security. Donc ceux qui sont arrivés récemment sur Digdash ne connaîtront que ça, mais par le passé, il y a eu d'autres choses. Avant, en fait, on avait la possibilité de passer des variables directement dans les sources données type SQL ou fichier, sans forcément passer par un script. Donc ça, l'exemple type, c'est la PAV, et en fait, forcément, au fur et à mesure de l'évolution de l'outil, à un moment, ça a posé des problèmes, parce qu'en fait, il y avait un cube de données généré par sécurité différente. Donc je reprends mon exemple d'avant, Paris d'un côté, Montpellier de l'autre, ça veut dire que ça crée une source de données pour Montpellier, une source de données pour Paris. On s'est rendu compte que c'était il y avait trop de volumétrie derrière, que la mémoire saturait. Donc Digdash a créé dans la foulée ce qu'on appelle Live Security. Donc le Live Security, ça veut dire que quand votre utilisateur se connecte, ils vont tous en fait se connecter au même cube de données, donc la source des ventes par exemple, mais la Live Security va appliquer un filtre sur cette source de données. Donc je reprends encore une fois mon exemple juste avant, ça va filtrer par exemple sur l'agence Paris ou sur l'agence Montpellier. Mais globalement, il y aura un seul cube en mémoire. Donc le JavaScript dans la partie gauche peut vous faire peur, mais c'est le script livré par défaut par l'éditeur. Vous inquiétez pas, il y a juste à changer 2 paramètres. En haut à gauche, si vous lisez le tout début, vous avez Secure Teams département. Département correspond à l'identifiant de la dimension à filtrer. Et le getUserAttribute, le paramètre qui est après, comme ici 2020-0218, correspond au nom du paramètre utilisateur. Tout le reste du code, si vous êtes sur une règle simple, vous n'avez rien à changer. Ça filtrera bêtement sur le champ que vous avez défini. Vous pourrez faire une sécurité sur un champ ou plusieurs champs. Il suffira de décommenter l'élément en dessous et potentiellement de dupliquer la ligne et d'ajouter des critères. Donc la gestion de la sécurité, on peut faire le cas simple. Toi, tu as le droit de voir uniquement les lignes de données qui te correspondent. Donc c'est uniquement du inclure en fonction d'un critère qui a été défini dans la fiche utilisateur. Mais vous pouvez faire aussi des exemples un peu plus complexes. Donc on a eu le cas par exemple au CEA. Un utilisateur nous a demandé en fait d'avoir des valeurs inclus et des valeurs exclus. Donc je reprends mon histoire d'agence. Je vois Paris, mais je n'exclus aucune agence. Je vois Montpellier, mais je n'exclus aucune agence. Mais vous pouvez avoir un cas, par exemple, où j'ai le droit de voir toutes les agences, sauf Montpellier. Donc dans ce cas-là, on est bien d'accord qu'on a un conflit, parce que d'un côté, on dit on voit tout, sur les valeurs incluses, et de l'autre côté, en exclusion, on a une agence. Et en fait, il a été défini que l'exclusion serait prioritaire sur l'inclusion. Donc sachez que ce genre de choses est tout à fait possible. Si vous avez, par exemple, 500 valeurs à préciser alors qu'il y en a 510, vous allez plutôt raisonner sur les exclus que sur les inclus, parce que sinon vous risquez de faire des erreurs dans les valeurs incluses. Donc voilà, juste pour vous montrer que vu que c'est du JavaScript, c'est très ouvert, on peut faire des choses extrêmement simples, faire des choses extrêmement complexes. Bon, je n'irai pas forcément dans le détail ici, l'idée c'est juste de montrer que c'est possible.
Donc voilà, c'est des cas qu'on a vus chez les clients, il y en a plein d'autres. Si vous voulez personnaliser en fonction de votre contexte, vous avez une règle un peu particulière, il est probable que ça soit faisable, c'est juste qu'il faut sortir de la fonction par défaut qui est livrée. Et d'ailleurs, c'est très bien que ce soit livré déjà. Et sachez également qu'il est possible bien sûr de déclencher des logs dans le fichier de log pour voir ce qui est appliqué comme critère de sécurité à l'utilisateur. Donc un autre point particulier de la solution Digdash, ça va être tout ce qui va être gestionnaire. Donc ça, c'est vraiment une force de l'outil, mais il faut y faire attention. C'est-à-dire qu'en général, quand vous allez commencer à travailler vous-même sur Digdash, que vous êtes tout seul dans votre coin, vous allez par exemple avoir tendance à créer des formats dans tous les sens, des connexions bases de données, etc. Et vous allez vous dire, au bout d'un moment, finalement, ça commence à être entre guillemets un sacré bordel. Donc là, il faut faire attention. Donc on a par exemple le cas du CEA, pareil. Donc c'est un cas un peu particulier. En fait, c'est la DSI qui a décidé de mettre à disposition de l'ensemble des unités au niveau national la solution Digdash en disant moi je mets à disposition la plateforme, par contre c'est vous qui créez les tableaux de bord. Donc vous imaginez que si plusieurs milliers de personnes commencent à créer des formats, commencent à créer des connexions bases de données, etc., des palettes de couleurs, ça peut commencer à être dangereux. Donc l'idée ici, c'est de faire attention dans ce contexte à la gestion des droits. Donc de ne pas donner le droit à tout le monde de modifier les gestionnaires. Et à ceux à qui on donne les droits, qu'ils aient bien conscience que ces éléments sont des éléments partagés, contrairement à l'ensemble des outils concurrents. Donc je redis, hein, c'est une force, mais il faut y faire attention. Vous créez un format avec 2 chiffres après la virgule. Il va être applicable à l'ensemble des rôles. Si demain quelqu'un passe, mais un chiffre après la virgule, l'ensemble des tableaux, graphiques, flux, utilisant ce format, vont être modifiés. Donc attention à la gestion des droits. Je vous donne un autre exemple, la gestion des bases de données par exemple. Vous avez un serveur de développement, vous avez également un serveur de production, vous avez une base de données de développement, vous avez une base de données de production. Votre instance Digdash de développement va être branchée à la base de données de développement, votre instance de production va être branchée à la base de données de production. Vous allez créer une seule connexion en fait dans le gestionnaire des connexions base de données, qui aura le même identifiant en développement et en production. C'est juste que sur l'environnement de développement, l'URL correspondra au serveur base de données de développement, et en production, cela correspondra au serveur base de données de production. Et comme ça, quand vous allez faire une mise en prod, il n'y aura pas besoin de remapper la base de données. Parce qu'en fait, si vous avez des problèmes avec ça aujourd'hui, c'est à cause des ID. Il faut mettre le même ID en développement et en production. Voilà, j'insiste pas plus là-dessus, mais vraiment faire attention et potentiellement, au bout d'un moment, faire le ménage. L'éditeur, depuis quelque temps, a commencé à mettre en place des solutions de dépendance. N'hésitez pas à vous en servir, ça vous permettra de savoir où est utilisé un objet, au lieu de vos devoirs, entre guillemets, passer flux par flux pour voir si c'est utilisé ou pas. Donc maintenant, on passe aux bonnes pratiques pour améliorer les temps d'affichage notamment. Donc la première chose qu'on a tendance à faire, en général, quand on commence un projet BI, que ce soit sur Digdash ou sur autre chose, on va avoir tendance à charger toutes les données dont on dispose. Alors c'est bien, hein, la volonté de créer un tableau de bord, c'est une bonne chose. Par contre, on vous recommande très très fortement de limiter les données chargées. Donc quand vous avez plein de colonnes, posez-vous la question, quelles colonnes je vais avoir besoin dans le tableau de bord? Essayez de les limiter au maximum. Donc si j'ai 50 colonnes, peut-être que j'ai besoin que de 10. Bah, je désactive les colonnes dont j'ai pas besoin, ou j'enlève les colonnes dans le select en SQL. Pareil, si vous avez un niveau de détail, par exemple ligne facture dans vos ventes, peut-être que vous avez besoin que du détail facture. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire des regroupements. Donc si vous êtes en SQL, vous faites des group by. Si vous êtes directement en Digdash, vous allez l'agréger avec un transformateur de source. Et donc, comme j'ai dit avant, on limite le nombre de dimensions. Sachez que plus il y a de dimensions, plus c'est coûteux. Dans une dimension, une colonne texte, date, plus il y a de valeurs différentes, plus c'est coûteux également. Donc peut-être que dans un premier temps, ça vous posera pas de problème, mais dans 2-3 ans, quand la volumétrie elle aura augmenté, vous aurez deux solutions. C'est soit vous revoyez votre source de données, soit vous augmentez les paires serveurs, donc la configuration matérielle. Donc si vous faites ça en amont directement, vous ne chargez que l'essentiel, ça sera plus facile d'ajouter des colonnes que d'en enlever. Attention, Digdash dans certains cas ne vous préviendra, enfin en tout cas Digdash vous permettra de supprimer une colonne qui est utilisée, hein, contrairement à d'autres outils. Donc après c'est un choix de l'éditeur, il n'est pas bon ou mauvais, c'est juste un choix.
Donc ça, c'est pour la partie intégration de données, donc chargement de données. Ensuite, on a toutes les problématiques de flux. Donc le flux, c'est un tableau, c'est un graphique, c'est un Gantt, tout ce que vous voulez. Quand vous avez des tableaux, vous avez énormément de détails, que vous avez des tableaux de plusieurs dizaines de milliers de lignes, par exemple, ou même 500 d'ailleurs. N'hésitez pas à le paginer, il existe des fonctionnalités spécifiques qui vous permettent de paginer un tableau très facilement avec juste un paramètre. Si vous avez besoin de ce paramètre, n'hésitez pas à revenir vers nous, parce que malheureusement, il ne me semble pas qu'il soit documenté. Mais c'est très simple à mettre en œuvre. Pareil, quand vous avez besoin de naviguer d'un niveau de détail à un autre, quand vous avez besoin de chiffres, par exemple au niveau produit, vous avez des dizaines de milliers de produits. Évitez d'afficher un tableau par défaut au niveau produit, créez plutôt une hiérarchie, catégorie produit, sous-catégorie produit, produit. Comme ça, à l'affichage, il y a moins de choses qui s'affichent. Donc sur ce point-là, plus vous affichez de choses dans un flux, ou plus vous affichez de flux, plus c'est coûteux. Donc dans un tableau, moins il y aura de lignes par défaut, plus ça s'affichera rapidement. L'utilisateur, si ça met 5 minutes à charger au premier affichage, il va vite se lasser, il risque de pas revenir. La dernière problématique qui se recoupe avec les flux, c'est les tableaux de bord. Comme j'ai dit juste avant, on met pas trop de flux à l'écran, donc il n'y a pas de chiffre clé, hein, mais si vous mettez par exemple des tableaux, des graphiques colonnes, essayez de limiter, je sais pas, à 4 par exemple. Et après, si vous avez des flux texte, bah là, vous pouvez un peu augmenter. Et si vous avez beaucoup de flux texte, des dizaines à l'écran, posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer l'agencement avec par exemple un tableau arborescent dont on change le sens. N'hésitez pas également à jouer sur le JavaScript, parce que parfois ça peut vous créer des surprises au niveau du temps de chargement, il peut avoir besoin de charger plusieurs fois. Donc ça, pour le savoir, hein, il suffit de désactiver tout le JavaScript et de voir si c'est plus rapide, par exemple, et d'ajouter une à une les fonctions. Et n'hésitez pas également à mettre une sélection par défaut, donc tel utilisateur sera filtré sur tel contexte, ou tous les utilisateurs sur le même contexte, pour faire que l'affichage corresponde à moins de données, et moins il y a de données, plus ça s'affiche vite. Donc bien sûr, toutes ces problématiques-là, on les a déjà rencontrées chez les clients, et rien qu'en respectant ce genre de choses, bah, vous éviterez un certain nombre de problèmes. On a régulièrement aussi des problématiques sur les montées de version. Alors dans un premier temps, avoir un seul serveur, ça peut avoir du sens, parce qu'on débute, on va voir si l'outil correspond à notre besoin. Après, quand on commence à avoir un certain nombre de tableaux de bord en production et qu'on a un certain nombre de créateurs de tableaux de bord, il peut peut-être être utile de mettre un deuxième serveur. Donc on recommandera en général au moins 2 instances, développement et production. Sachez que sur un même serveur, vous pouvez installer plusieurs instances si nécessaire. Si vous avez des problématiques de coût, c'est possible. Au niveau de Apache Tomcat dans le dossier Web Apps, vous pouvez très bien dupliquer les WAR et ça vous créera autant d'instances que vous créerez de triplets de WAR admin console, des Enterprise API et du dashboard. Donc on recommande l'instance de test, et pour les montées de version, parce qu'on le rencontre régulièrement dans différents types d'entreprises, notamment les grosses, on va avoir tendance à dire stopper les développements à un instant T. Si on est en cours, c'est pas un gros problème. Faites la montée de version sur l'instance de développement, vous branchez toutes les sources de données sur les données de production. Donc si les fichiers sont différents entre la dev et la prod, vous récupérez tous les fichiers de prod, vous les mettez sur la dev. Si c'est des connexions bases de données, vous allez dans le gestionnaire des connexions bases de données et vous branchez à la base de production. Et ensuite, vous allez pouvoir comparer comme ça votre instance de développement et votre instance de production. Une fois que vous obtenez les mêmes données des deux côtés, qu'au niveau interaction c'est OK, que vous n'avez pas repéré de bugs particuliers ou qu'il n'y a pas de CSS à corriger, vous pouvez faire la montée de version sur la production. Faites attention à bien maintenir tout ce qui va être configuration SSO, etc. Parce qu'il y a à l'intérieur des fichiers que vous déployez dans l'instance, il y a plein de petits fichiers de configuration que potentiellement vous pouvez avoir modifiés. Pensez à faire une procédure. Il y a vraiment des spécifiques chez certains clients, si vous les documentez pas, ça va être très compliqué si c'est plus vous qui maintenez. C'est du vécu, hein. On s'en sort toujours, mais ça prend un peu plus de temps, c'est tout. Et également éviter de faire des développements directement en production. Donc c'est pas, on s'en sort toujours, pareil, mais ça prend un certain temps. Parce qu'il faudra remettre le développement à jour. Parce que ça vous empêche de faire des mises en production. Proprement, en tout cas. Bon, après, c'est pareil, c'est une recommandation, hein, on vous l'impose pas, mais nous, on a tendance à recommander aux clients de faire une montée de version par an et uniquement quand la nouvelle est sortie. Pourquoi faire ça? C'est parce que derrière, l'éditeur, au fur et à mesure de la vie d'une version, va publier un certain nombre de correctifs, de patchs. Donc notamment, bien sûr, pour faire des petits correctifs sur des petits bugs repérés à droite à gauche.
Donc derrière, en faisant la montée de version après, vous bénéficiez de tous ces patchs. Ou au moins, en tout cas, attendre un petit peu avant de faire la mise à jour vers la nouvelle version. Ou sur l'instance de développement. Et après, bien sûr, en complément des 2 instances, vous pouvez très bien ajouter une instance de test ou, si vous le souhaitez, installer un Dig Dash directement sur votre poste, sous réserve d'avoir les droits administrateurs pour le faire. Car ça, c'est tout à fait possible pour faire des petits tests dans son coin. Alors, juste une dernière problématique qu'on rencontre pareil régulièrement, c'est tout ce qui va être authentification. Donc, vous avez plusieurs manières de stocker vos utilisateurs. Donc, vos utilisateurs, avant tout, bien sûr, vont être stockés dans un LDAP Dig Dash. Donc vous pouvez les gérer uniquement dans le LDAP Dig Dash si vous le souhaitez. Donc ce sera des utilisateurs nommés, vous créez le login, vous créez le mot de passe directement dans l'outil. Et vous pourrez également dire je veux me brancher à mon AD, à mon LDAP, qui est dans mon entreprise. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc soit vous dites je gère uniquement via LDAP, donc c'est-à-dire que je récupère les utilisateurs et quand ils se connectent, ils vont quand même saisir leur mot de passe. Soit vous dites en complément je vais mettre du SSO, donc ça veut dire que je suis connecté à mon Active Directory d'entreprise, mais en complément, mes utilisateurs n'auront pas besoin de saisir leur login, leur mot de passe, ça va récupérer directement les identifiants de connexion à la session Windows. Et si votre serveur n'est pas dans le domaine de votre entreprise, ce qui nous arrive, on a eu l'exemple avec RTE par exemple, ils ont pris un serveur SaaS chez nous, on n'a pas mis le serveur dans leur domaine, et ils ont pu quand même faire entre guillemets l'équivalent d'un SSO en mettant un protocole de type SAMLv2. Le SAMLv2 existe pour Dig Dash. Donc ça c'est pareil, c'est un protocole standard. Et ils ont fait un add-on qui permet de le mettre en place. Donc si je ne suis pas dans mon domaine, je suis quand même capable de récupérer l'authentification Windows et de la réutiliser dans une application tiers. Voilà pour ça. Et aussi, c'est vrai que j'ai pas fait de diapo là-dessus, mais sachez qu'il est possible d'utiliser tout ce que j'appelle l'import tools. Donc si vous voulez pas gérer vos utilisateurs à la main dans Dig Dash en les important depuis le LDAP ou en les saisissant, vous pouvez très bien faire une intégration de fichiers pour charger vos droits utilisateurs. Vous avez la possibilité de mettre à jour les droits utilisateurs ou d'écraser. Ou de faire des nouveaux, etc. bien sûr. Voilà, donc on a terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser. Les micros doivent être ouverts, donc n'hésitez pas effectivement à poser vos questions. Toujours le chat disponible. J'espère qu'on a pu répondre, enfin en tout cas à vos attentes au travers de cette présentation. Je crois qu'on a une question. Non, c'est des gens qui ont pour le début. D'accord. L'intérêt, c'était aussi de vous montrer les nombreuses possibilités qu'offre un outil comme Dig Dash. Donc on répond avec cet outil-là, avec Dig Dash, à des problématiques de tableau de bord. Et ça peut être des problématiques de tableau de bord métier, relativement simples, mais ça peut être aussi des problématiques d'architecture, de diffusion massive, de mise à disposition auprès d'un grand nombre d'utilisateurs de tableaux de bord dynamiques. On a pas mal parlé de Fournier, c'est de l'ordre de 500 utilisateurs, donc c'est les vendeurs qui se connectent tous les jours pour aller voir leur vente de la veille et savoir où ils en sont dans leurs objectifs, par rapport à leurs objectifs, et donc sur 3 réseaux différents. Donc on est confronté à des problématiques de volume de données, de nombre d'utilisateurs et d'architecture technique avec des solutions qui doivent être les plus performantes possibles. Et Dig Dash offre un gros avantage en termes de référentiel, en termes de gestion de référentiel, de gestion utilisateur, de partage de documents, mais également de tous les objets de CSS pour la charte graphique. Et c'est un des gros plus de la solution. Et enfin, la partie JavaScript, alors qui peut paraître un peu complexe parfois, mais qui va permettre de répondre à énormément de problématiques. Et donc, de façon standard, on peut utiliser l'outil pour répondre à des besoins classiques d'analyse. Et on peut également aller beaucoup plus loin avec ces fonctions JavaScript, permettant d'aller vers de l'interaction, vers des choses assez poussées, assez évoluées en termes de tableau de bord et d'interaction et d'analyse. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a quelques questions? Sinon, on vous propose d'arrêter là.
Merci et merci pour votre présence à tous. Et puis, on reste à votre disposition par la suite si vous avez des projets, si vous avez des questions sur cette solution Digdash. Encore merci. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.